Voilà. Donc, vous allez voir que le programme est très ambitieux et que j'aurai effectivement besoin de votre complicité. Alors, les data science, c'est pas la peine de vous refaire la présentation que j'ai faite. Hein. Vous l'avez aussi sur le site web, je vous donnerai tout ça. Euh, ça fait de plus en plus parler d'elle dans ce qu'on appelle les applications à la biologie. Hein. Tous les pans de la biologie sont touchés, hein, c'est pas la peine de faire un listing. Alors que vous soyez en biologie santé ou en biologie des organismes et en évolution, vous aurez forcément à traiter un très très grand nombre de fois un volume important de données dans votre travail, pas seulement dans vos études et pas seulement dans vos stages. Hein. Alors, c'est vrai qu'en biologie santé, pour l'instant, on est moins bien formé en analyse de données qu'en BOE, hein, si je regarde les masters, parce que j'enseigne aussi en M2, en BEE. Si je regarde aussi tout ce qui se passe en licence, c'est vrai qu'il faut rattraper un petit peu ce temps perdu. Alors, j'aime beaucoup ce mélange entre biologie santé et BOE, parce que j'ai fait en sorte que dans les groupes qui ont été constitués, un peu au hasard, hein, enfin un peu, oui, au hasard, sauf 4-5 qui m'ont demandé de changer de groupe, parce que j'avais des contraintes. Donc, j'ai fait en sorte qu'il y ait autant de biologie santé dans un groupe que dans l'autre, et autant de BOE que dans l'autre. C'est vrai qu'il y a un léger sureffectif de BOE par rapport à biologie santé, mais bon, on verra ça dans le temps si ça s'équilibre. En tout cas, vous êtes 62 à vous être inscrits. Au départ, vous étiez à peu près 80. Et puis, je ne sais pas comment ça s'est tassé, vous êtes 62. Donc, il a fallu que j'aménage l'enseignement pour accueillir non pas un groupe, mais deux groupes. Voilà pourquoi ça se partage en groupes qui n'occupent pas forcément toujours la journée. Bon, ça c'était pour l'introduction. Alors en fait, les data science, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et d'où ça vient? Vous avez l'impression que c'est une discipline récente, et encore, vous identifiez ça d'ailleurs à une discipline. On va voir que c'est plutôt une démarche, une philosophie. Alors, les data science, c'est tout simplement, il ne faut pas chercher à midi à 14 heures, hein, le fait qu'on puisse faire parler des données à partir des données qu'on a acquises donc au terrain, dans des laboratoires, en entreprise, qu'on est allé chercher sur le réseau ou qu'on a collectées dans des archives. Je vous parlerai des jolies archives que la guerre froide nous a livrées et qui nous permettent de suivre le dérèglement climatique en temps réel, enfin sur une période plus élevée que celle qui concernait les satellites modernes. Et puis donc, imaginez donc un bouton sur lequel vous appuyez et qui vous règle la question, c'est-à-dire qui vous permette de faire passer vos données brutes qui sont parfaitement inexploitables telles quelles à de la connaissance. Alors, la connaissance qui va amener à des décisions, qui va amener à agir, qui va permettre des contrôles, notamment pour lever des alarmes, et qui va permettre aussi, ou pour voir un petit peu aussi l'état des infrastructures, et qui va permettre de faire des prévisions. Alors c'est un petit peu, je veux dire, lâche comme définition, si définition il y a, et vous pensez bien que s'appuie là-dessus des outils et des disciplines, et puis bien sûr, il faut des ordinateurs. Et ces ordinateurs ont permis aux data science de se révéler plus vite ces dernières années parce qu'ils ont été enfin capables de résoudre des questions que les data scientists ne pouvaient pas résoudre avant que ces ordinateurs aient une capacité de traitement, une puissance de calcul et surtout de stockage importante. Alors évidemment, on va voir que c'est une approche multidisciplinaire parce que derrière ces outils, il y a effectivement des grandes rubriques. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais je vais faire la part belle à celles qui nous intéressent, qui sont par exemple les bases de données, donc l'informatique, les statistiques, le machine learning, la visualisation et la cartographie, et bien sûr j'ajoute l'automatisme, les mathématiques ou la mathématique, l'algorithmique, et puis la communication. Alors la communication c'est très important parce que grâce à elle, on va pouvoir transcrire dans un langage compréhensible par le donneur d'ordre des résultats qui ont été émis soit en machine learning, soit machine learning c'est l'apprentissage, je vous apprendrai ça, soit en statistique classique, en analyse statistique classique.
Alors évidemment, tout ça, si ça fait appel à des ordinateurs, des serveurs, hein, c'est que ça consomme énormément d'énergie et d'eau. Hein. Donc il faut avoir conscience que ça a un côté un peu propre, un peu blanc, on ne voit pas trop ce que ça fait comme pollution, mais derrière, effectivement, il y a quand même pas mal de dégâts, parce que les data sciences ne sont pas employées qu'à des fins humanistes. Alors, une dernière remarque, hein, vos modèles ne pourront dire que des choses intéressantes, c'est-à-dire que ces modèles seront plus ou moins fiables et plus ou moins précis, en fonction bien sûr de la précision et de la fiabilité de vos données. Donc on va vraiment mettre le paquet aussi sur est-ce qu'on peut avoir confiance dans les données qu'on traite, d'où elles viennent, est-ce qu'on peut se dire qu'elles sont homogènes, est-ce qu'on peut repérer ce qu'on appelle des biais, donc on va traiter sur les biais, et donc évidemment tout ceci nous permettra de mieux comprendre les relations qu'il y a entre les données et les modèles qu'elles peuvent fournir. En fait, les données ne peuvent réellement donner que ce qu'elles peuvent donner, pas ce qu'on imagine qu'elles puissent donner. En fait, les data sciences, ça peut être considéré comme une science des données numériques, parce qu'il y a d'autres données. Donc il faudra les faire passer en numérique pour pouvoir vraiment exploiter la discipline. D'accord? Les métiers derrière les data sciences, il y en a un grand paquet en ce moment, avec des mots qui sont vraiment à tomber par terre, et dont je vous parlerai, hein, comme data engineer, data scientist, voilà, pour citer ceux qui sont les plus communs. Et moi, je vous raconterai une fable qui s'appelle Le Geek, l'analyste et le communicateur, quand j'en aurai 5 minutes, mais certainement pas dans ce cours d'introduction. Alors, quel est l'élément central en data science? Vous l'avez compris, c'est la valorisation des données. Et ce n'est pas seulement qu'en termes d'argent, de dollars, d'euros, de yens, ce que vous voulez. Donc c'est vrai que ça fait parler de soi en ce moment parce que la data scientist sont des personnes qui sont très recherchées et puis ça met en exergue des moyens impressionnants. Donc forcément on s'attend, un petit peu comme blockbuster dans le cinéma, à ce que ça fasse de l'argent. Okay. Mais avant tout, c'est des éléments centraux, des data, pour prendre des décisions. Et vous savez que pour le moment où on parle de réchauffement climatique, ce sont les data qui vont parler puisqu'il y a des gens qui n'y croient pas. Donc la modification du climat, ça ne sera pas forcément avec une pipette ou avec un carré qu'on lance au hasard qu'on va réussir à le résoudre. Il va y avoir effectivement le rassemblement de données impressionnantes pour pouvoir y arriver. Donc il faut apprendre à faire parler des données. On ne peut pas, comme ça, demander à Google de nous analyser les données en balançant nos données sans avoir un tantinet de jugeote et sans avoir un tantinet de connaissances pour savoir ce qu'il va nous raconter. Le monde selon Google, c'est bien, mais il faudrait peut-être que vous ayez aussi votre mot à dire. Vous êtes écologue, vous êtes biologiste, c'est très important que la biologie ne soit pas l'affaire d'autres personnes. Donc, je vais vous parler de préparation des données. Oui, on prépare un peu les données comme on prépare des athlètes. De gestion des valeurs manquantes, de statistiques descriptives, de modélisation, de statistiques inférentielles et d'apprentissage. Apprentissage supervisé, non supervisé, des mots qui vont vous parler bientôt. Et vous allez voir que c'est à vous de savoir ce que vous allez en faire et de relever le défi. Moi, j'aurais fait mon job. Évidemment, en 40 heures, je ne pourrais pas vous promettre la lune, mais je vous aurais mis sur les rails. Alors, il faut faire attention avec les data science, parce qu'on vous dit « Oh, j'ai une petite base d'informatique, je suis biologiste, je suis data scientist ». Déjà, qu'est-ce que ça veut dire data scientist? Vous verrez que c'est un bouton à 5 passes. Je ne peux pas vous dire tout aujourd'hui, je fais un cours d'1 heure introductif. Je vous dirai ça progressivement et vous verrez aussi que vous aurez des petites vidéos que je vous prépare sur le site web que vous pourrez écouter tranquillement, voire même des podcasts, puisque je me lance dans le podcast. Donc l'idée c'est quoi? C'est que quelqu'un qui a des potentialités en informatique, ce que j'appelle ici le hacking skill, disons des capacités en informatique, et qui aurait effectivement des capacités dans le domaine d'expertise, ici la biologie, donc vous voyez que ce n'est pas réservé uniquement à la biologie et la data science, eh bien, il est un petit peu léger pour pouvoir affirmer qu'il va faire des choses qui vont être dignes de confiance, parce qu'il lui manquera l'aspect capacité d'analyse, l'aspect
capacité de prédire les choses. Donc, en gros, ben, les expertises qui sont liées à ce qu'on appelle, en gros, l'analyse statistique et le machine learning. Et quelqu'un aussi qui manque d'expérience dans d'autres domaines va arriver à des biais, c'est-à-dire qu'il croira qu'il va pouvoir faire parler des données, mais il aura en fait un jeu de résultats qui ne seront pas suffisamment probants et suffisamment fiables pour pouvoir aller jusqu'à la décision. Donc en fait, les data science, c'est quelque chose qui va impliquer la multicompétence. Et cette multicompétence, c'est rarement une seule personne qui peut l'avoir. Mais au moins que la personne qui l'acquiert puisse être capable de comprendre ce qu'il en est, quels sont les différents topics qui vont être mis en jeu et comment il va pouvoir travailler en groupe. Alors ça, on va s'en souvenir pour les projets, travailler en groupe. D'accord? Parce que c'est plutôt quelque chose qui s'associe à un travail d'équipe, les data science, que le fait d'un mouton à 5 pattes, hyper geek, que ce soit femme ou homme, cette data scientist ou ce data scientist, et qui serait capable de résoudre tout comme ça, comme on l'entend dans les médias ou comme on essaye de l'imaginer, voilà, lorsqu'il y a des recrutements. Et on s'aperçoit vite fait que les gens qu'on recrute sont, pour la plupart, encore incompétents à notre époque. Donc vous avez votre place. D'accord ? Alors, comment on va mettre en scène tout ça ? Eh bien, vous savez que l'acte numéro 1, quand on fait des data science, la première chose, c'est l'acquisition. L'acquisition des données qui doit se faire d'une façon, on va dire, cohérente. C'est-à-dire qu'il y ait un plan d'expérience qui amène à faire une campagne de collecte qui a comme conséquence qu'on ait une certaine confiance dans nos données. Si on n'a pas une confiance dans nos données, si on n'a pas quelque chose qui permet d'être, on va dire, traité de façon massive, mais simplement un conglomérat de données qui sont, on va dire, dangereuses à analyser dans leur ensemble, on arrive à un fiasco. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à arriver à un modèle qui soit fiable. On arrivera à des résultats, mais qui seront biaisés. Donc, ça, c'est très important. Ensuite, ça ne suffit pas. Il va falloir filtrer et organiser les données. Donc, en vue de les stocker dans ce qu'on appelle une base de données. Ces bases de données vont nous permettre d'organiser nos données de façon cohérente, de formater ces données et ça va nous permettre d'interroger de façon spécifique le jeu de données qui nous sera délivré par cette base de données. Alors bien sûr, il va falloir encore nettoyer les données, décrire les données, les regrouper, avant de pouvoir faire effectivement un vrai traitement d'analyse, c'est-à-dire on va faire souvent ce qu'on appelle de l'analyse statistique, qu'elle soit descriptive ou inférentielle, et du machine learning. On verra deux façons, par exemple, d'envisager la régression linéaire en machine learning avec un but prédictif et en analyse statistique avec un but de modélisation. Évidemment, le but du machine learning, c'est de traiter des données massives. Et on verra que, pour ceux qui connaissent, la méthode des moines de carré ordinaires sera remplacée par la descente de gradient. Alors quelqu'un qui dit qu'il a fait de la descente de gradient en machine learning, on commence à l'écouter. Et vous verrez que ce n'est pas très compliqué. Par contre, c'est vrai, je vous ai demandé tout à l'heure à quelques-uns d'entre vous, serez-vous effrayé par un petit peu de programmation, mais serez-vous aussi effrayé par un petit peu de stats? Pas forcément des stats que je démontre avec des mathématiques, mais des stats d'application. On est bien clair, hein, d'accord? Je ne vous demanderai jamais, même si mon niveau de maths serait flatté de pouvoir vous démontrer ces choses-là, ça je le réserve à des gens qui ont une formation particulière. Moi, je sais ce que c'est que tous les outils qu'on utilise en statistique, je sais comment y arriver, je sais faire des démonstrations, les moines carrés, tout, etc. ordinaire, c'est du pipi de chat pour moi. Mais je ne cherche pas à vous le faire à vous. D'accord? Le but du jeu, c'est que vous sachiez quelle est la base du moine carré ordinaire, quelle est la base de la descente de gradient, et qu'est-ce qui permet de favoriser la descente de gradient quand on a des données massives. Pourquoi? Vous verrez que c'est une histoire de dimension. C'est-à-dire que l'ordinateur travaille beaucoup moins avec la descente de gradient, avec un risque de ne pas pouvoir forcément trouver le minimum, alors qu'on est sûr de trouver le minimum dans ce qu'on appelle le moine carré ordinaire, mais l'ordinateur il moulinerait à l'infini sur des années pour trouver la solution. Vous voyez? Tout dépend du volume de données.
Et puis bien sûr, tout ça c'est bien beau, hein, mais il va falloir faire parler les données selon un objectif. Hein. C'est pas la peine de dire « Ah bon, on m'a filé ça, je vais fouiller, je vais regarder, je trouve ça est en relation avec ça. » Ah ouais? Bon, ça c'est la cerise sur le gâteau. On a d'abord un objectif. Et on veut montrer si ça a une relation avec ça, avec ceci, dans un but qu'on s'est assigné au départ. Je ne sais pas si je suis clair, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne fait pas de choses a posteriori, on prépare bien les choses pour pouvoir justement justifier d'un résultat. Et vous savez que le résultat, c'est relation de cause à effet, ou prédiction. Et la cause à effet, elle n'est pas souvent possible en biologie, si on ne prend pas de précautions. Vous avez tous entendu parler des essais randomisés, hein. Il n'y a pas que ça, mais c'est très très important. Donc vous apportez votre part de connaissance en demandant à un communicateur ou en mettant le chapeau de communicateur à votre tour pour pouvoir justement expliquer de manière compréhensible par tous. Imaginez à la radio qu'on vous raconte que voilà, le Covid ceci, cela, les statistiques montrent et tout, etc. Vous avez un R2 comme ça qui vous montre que c'est sur cette pente-là, vous êtes passé en log. Oh là là, vous décrochez. Par contre, si vous entendez, bon, on est sur une pente descendante, on aura peut-être un petit plateau, et puis ça va aller mieux, là vous comprenez. D'accord? Donc c'est ça la règle de la communication, c'est dire des choses compréhensibles par tous à partir des résultats des données, de l'analyse des données, mais sans mentir, et en étant très prudent, et en essayant d'employer des mots que la plupart des gens puissent comprendre. Je vous avouerai que certains journalistes emploient des mots que moi je ne comprends pas. Ou alors je me demande comment ils en sont arrivés à ça. Bien, alors quel est mon objectif? Alors l'idée c'est quoi? C'est que j'essaye de vous faire une initiation. Hein, je ne vais pas vous transformer en data scientist, hein, à ce qu'on appelle l'application des data sciences en biologie. Et donc on mettra le paquet sur 3 éléments, ou du moins 4. Les bases de données, donc vous allez apprendre à réaliser une base de données. Le traitement et l'analyse des données va sans dire essentiellement statistique. Et le machine learning. Et j'ai oublié la communication. Elle est là, elle est sous-jacente, bien sûr. Elle est sous-jacente, ne vous inquiétez pas. Donc on travaillera sur des jeux de données, on aura des résultats, et je vous expliquerai ce qu'il faut en dire et ce qu'on peut en dire. Donc vous allez acquérir forcément une compétence remarquée. Vous allez le mettre sûrement sur votre CV pour jouer un rôle important. On va parler du rôle des décideurs bientôt. D'accord? Et donc, évidemment, vous allez avoir des compétences qui vont être acquises forcément, et notamment celle de pouvoir prendre en charge un travail de data science en biologie. Ça ne veut pas dire forcément que vous serez capable d'aller dans le détail fin de ce travail, mais vous aurez une vision d'ensemble et une formation qui vous permettra, eh bien, au moins, de pouvoir diriger ce travail et vous accoquiner les services de spécialistes que vous trouverez bien dans votre start-up, dans votre bureau d'études, dans votre entreprise ou peut-être dans votre laboratoire. Et donc, vous allez être armé pour répondre à ce qu'on appelle les challenges de la biologie moderne, et notamment, on pourra facilement vous confier un projet de data science dans le cadre de votre métier, ce que j'appelle la ligne métier. D'accord? Bon, que ce soit le secteur privé ou public, ça n'a aucune importance. Alors, le deuxième effet qui se coule, c'est quoi derrière ça? C'est vous redonner le sens pratique des choses. Le sens pratique, ça veut dire, vous savez, ah ouais, on a parlé de régression, je connais, mais je ne sais pas l'appliquer. Ah oui, je sais, j'ai des variables, il y en a bien une qui doit dépendre de l'autre. Oui, j'ai entendu variable dépendante, indépendante, ça c'est un vocabulaire que vous apprendrez. Mais je ne sais pas laquelle dépend de qui, et de quoi, et qu'est-ce que je vais en faire. Alors c'est vrai, vous avez toute une théorie, hein, on vous a appris ce que c'était qu'un opérateur, on vous a appris ce que c'était que, je ne sais pas moi, la statistique de test, et encore dans votre tête, vous ne savez pas que c'est une fonction derrière, hein, vous imaginez que c'est une valeur bien précise, et puis au moment de l'appliquer, ah oui, vous avez eu 17 sur 20 en stats. Je plaisante. C'est impossible d'avoir 17 sur 20 en stats avec la formation que vous avez. C'est des mathématiciens qui vous apprennent les stats. Mais bon, eh bien vous êtes incapable de passer la pratique sur des modèles que je vais vous donner. Et pourtant, c'est très simple. Tout simplement, vous n'avez pas pris le temps de prendre du recul parce que vous êtes dans la mathématique des choses. Dites donc, qu'est-ce qui est le plus important
quand on est en Formule 1 et qu'on est au volant? D'être un bon pilote ou de savoir vraiment réparer le moteur? D'accord? Ben moi, je vais vous apprendre à être des bons pilotes. Et vous allez faire confiance dans l'équipe d'ingénieurs qui a fait le moteur. Vous avez pigé? C'est ça la différence. D'accord? Donc, il va falloir que vous soyez capable de vous débrouiller seul. Ça veut dire que je vais en baver avec vous. Hein. Vous allez me faire devenir complètement fou hein, par vos questions, vos comportements et tout. Mais je ne vais pas lâcher le morceau. D'accord? Donc, se débrouiller seul, ça veut dire repérer la situation, passer à la pratique et travailler vite et bien. Vite et bien. Pas très bien. Très bien, c'est impossible. La règle des 80-20. 80% du cahier des charges sont honorés avec 20% du temps passé. D'accord? Sur le fait de compléter le cahier des charges à 100%, ne rêvez pas, c'est impossible. C'est la science du détail. Donc il faudra un temps infini. Être capable d'analyser ses propres données. Évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est les données expérimentales, d'accord? Parce qu'on est surtout des expérimentateurs, d'accord? Mais vous pourriez très bien avoir des données de production ou de marketing dans votre métier de demain, hein. Que ce soit dans un contexte de stage, donc études, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, labo, entreprise et bureau d'études. Bon, je vais vous apprendre aussi à parler un langage de base en statistique, machine learning et base de données. Eh bien, c'est que vous allez avoir des gens qui vont vous parler de choses incompréhensibles. L'inférence de l'inférent. Donc là, il faut quand même arrêter les bêtises. C'est-à-dire que les gens sont tellement dans leur truc en analyse des données, ils ont tellement un vocabulaire, vous savez, les biostatisticiens, les bioinformatiques et les biomachins. Je vais faire un transparent sur les biomachins, vous allez voir. Donc tout ça, ça ne parle pas. Parce que c'est des concepts. Les concepts, c'est très bien. Les mots employés, parfois ça peut être utile. Bon, inférence, c'est pas un gros mot, mais inféron, alors là, ça commence à devenir gonflé, quoi. Vaut mieux parler, je sais pas moi, de cible, ou de variable target, ou de variable cible, ou de variable dépendante, variable à expliquer, etc. Bon, bref. Bon, alors, et ça c'est encore rien. Il y en a d'autres qui sont. Donc, je vais apprendre un langage qui me permettra quoi? Pourquoi ce langage? Eh bien, pour pouvoir partager avec des équipes de bioinformaticiens, de biostatisticiens, de biomachins, de ce que vous voulez, d'ingénieurs en data, de spécialistes de base de données, pour leur dire, voilà, moi je sais que c'est comme ça qu'on construit la base de données, j'ai pas le temps de la faire parce qu'elle est trop compliquée, je te file le dessin, vous allez voir, c'est bluffant. Et tu me l'as fait en une après-midi. Vous êtes capable de le faire en après-midi. Lui, vous lui laissez, ou elle, vous lui laissez une semaine. Et il va vous la faire, ou il ou elle, alors Yel, non, ça veut dire Yel va vous la faire. Voilà. La personne va vous la faire mais super nickel, parce que vous aurez passé du temps à lui expliquer comment, et lui ou elle, ce sont des spécialistes des bases de données SQL. Alors moi je ne vais pas vous emmerder avec le SQL, on va voir ça sur Access, c'est déjà pas mal. Et puis pour les plus curieux, vous verrez que dans mon site web, le NT, il y aura une rubrique qui s'appelle Pour les plus curieux. Vous verrez, vous n'irez pas. Et donc là, effectivement, j'explique comment aller plus loin et comment transformer la base la base Access en une base disponible sur le web et tout, etc. Votre première base, wow, génial, les premières données de labo qui sont enfin communicables. Et puis il y a des gens qui sont à Montpellier qui vont pouvoir rentrer d'autres données sur ma base de données. Génial, et je suis qu'en L3. Ne pas confondre data science, apprentissage supervisé, bioinformatique, biostatistique et autres spécialités ou spécialisations. Attention aux escrocs. Un bioinformaticien ou un biostatisticien ne connaît pas grand-chose dans les bases de données. Ne connaît pas grand-chose non plus dans le machine learning. Ça fait une différence, vous voyez. Donc je veux dire, c'est important de voir que plus on ajoute des compétences, plus on est capable de superviser tout ça. Alors je ne dis pas que le mot bioinformatique n'existe pas, on va en parler dans un prochain transparent, peut-être dans un autre cours, peut-être dans celui-là, en tout cas le transparent est prêt, mais on verra quels sont les pièges associés à ce mot de vocabulaire. Donc un des buts aussi du deuxième effet qui se coule, c'est d'essayer de vous aider à mieux décrypter le monde dans lequel vous vivez. Vous pensez que moi je prends les statistiques Covid comme elles viennent ou je ne fais pas des petits calculs de temps en temps pour expliquer à certains
Bah non, c'est pas vrai ce que le journaliste a dit ou cet homme politique qui s'est trompé, ça peut arriver, ce ne sont pas des spécialistes. Parce que le problème, vous voyez, c'est que les data, on en parle tous les jours, mais ce n'est pas forcément des scientifiques experts qui en parlent. Et ce n'est pas parce qu'on est épidémiologiste qu'on est data scientist, d'accord? Donc il y a une part de communication qui simplifie les choses, et à force de simplifier, on fait quelques erreurs. Et l'erreur est humaine, je n'en veux pas, mais ça conduit à des erreurs d'interprétation. Vous avez vu que les data, vous êtes confrontés tous les jours avec. Quand c'est pas ça, on vous parle du chômage en pourcentage. Quand c'est pas le chômage en pourcentage, et d'ailleurs comment il est calculé ce pourcentage de chômage? Vous êtes allé faire un tour derrière. Ça évolue sans arrêt. Donc la personne qui est aware, pour reprendre un terme que j'aime bien, qui me fait trop marrer, la personne qui est aware dans ce domaine va se poser des questions, elle va se dire, et si j'étais capable de recalculer ces choses-là, qui ne sont pas compliquées à calculer, est-ce que je ne pourrais pas avoir ma part de vérité et essayer de faire en sorte qu'on arrête de nous raconter des conneries? Alors, je ne vais pas accuser qui que ce soit, tout le monde dit des conneries, et ça m'est arrivé aussi de dire des conneries, et vous aussi. Mais ça vous permet d'avoir plus de liberté, de mieux comprendre le monde, surtout en biologie. Alors moi, je parle surtout de réchauffement climatique, et je parle surtout pour les biologies santé, d'efficacité des médicaments. Et je n'ai pas parlé de vaccins, je parle de médicaments. Et je parle aussi du problème des antibiotiques. Hein, et aussi, vous devriez être capable de savoir combien ça coûte de financer un nouvel antibiotique. Pourquoi les boîtes pharmaceutiques abandonnent la chose? C'est des startups qui développent ça. C'est votre rôle de reprendre le contrôle. D'accord? Donc, ça veut dire aussi prendre ses responsabilités, mais en mesurant les risques. Ne faites pas des choses inconscientes. Et vous verrez que j'utilise souvent la phrase science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Vous savez qui c'est ça? Rabelais, un célèbre humaniste. Donc, vous avez vu, je l'ai mis en jaune. Apprendre à se faire confiance. C'est vague, déjà. Se redonner confiance en soi. Vous avez le droit de vous tromper. Vous verrez que c'est pour ça que je fais des jeux. Ah oui, vous allez voir, il y a des jeux, il y a des défis en data science, des jeux en data science. Comme vous allez le découvrir, c'est un travail d'équipe. Je ne crois pas du tout aux data scientists, mais je crois à la philosophie data science. La démarche data science, ce n'est pas une discipline, vous le verrez. Et donc, il faut avoir aussi confiance en son équipe. C'est très important. Il y a comme ça qu'on arrive. Donc, c'est vrai, les études, c'est quelquefois impersonnel. On va se retrouver à consommer de la connaissance, consommer des faits, des données scientifiques, des résultats, de façon individuelle. On oublie de les confronter, de discuter. Et vous n'avez pas de formation philosophique. Il faut avoir un recul sur les choses, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et ce recul est d'abord de se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Ça a un sens? Ça a un sens déjà dans ma démarche de biologiste. Ça, c'est vous que ça regarde, c'est pas moi. Hein. Ça a un sens dans l'histoire de l'humanité, mais je dirais même de la planète, parce qu'il n'y a pas que les hommes. Vous en ferez profiter votre CV, ça je vous l'ai déjà dit. Bon, vous avez compris qu'il va y avoir des cours. Alors les cours introductifs, je vous mets un petit peu dans le bain, d'accord? Ce que j'appelle des TD, c'est plutôt des ateliers pratiques. TP, c'est-à-dire que je vous mets tout de suite les mains dans le cambouis. Vous allez voir tout à l'heure, c'est les mains dans le cambouis. Hein. Pas de pitié de vous. Hein. Donc, on va développer ensemble un projet, je vais en parler. On va essayer d'avancer à chaque séance. Cette séance, ça va être impossible parce qu'il faut que je vous mette sur les rails. Vous allez voir que tout à l'heure, je vais vous parler de la réflexion sur votre projet. Vous allez commencer à réfléchir à l'équipe que vous allez constituer. Je vais vous parler d'équipe. Et l'accent va être surtout mis sur la pratique. Donc, cours. Peut-être que vous allez regarder des petites vidéos faites par votre serviteur qui va être moins gonflant que de se taper à un cours d'amphi où on n'est pas forcément à la bonne heure pour écouter les choses, où voilà, il m'a gonflé là, 10 minutes, je fais pause, je reprendrai ça demain. Ben oui, mais 10 plus 10 plus 10, ça vous fait un cours d'une demi-heure qui est pas mal. C'est mieux que de s'endormir au bout d'une demi-heure dans un cours d'amphi qui ne vous passionne pas. J'espère que je ne vous endors pas trop. Donc, l'accent va être mis sur la pratique. J'ai essayé de faire un site spécifique data science avec des rubriques minimales où vous allez pouvoir retrouver tout ce qu'on a fait en cours, en séance et tout, etc. Mais aussi d'autres choses. Et là,
Je vous réserve aussi un lien sur un podcast que j'ai entendu pas plus tard qu'hier sur le métavers, qui est très intéressant et que j'ai entendu à France Culture ou France je sais pas quoi. Voilà. Donc très très intéressant pour en savoir plus. Donc vous aurez aussi des petites vidéos de cours, puis vous retrouverez la présentation de l'enseignement, mais ça vous commencez à être gonflé avec ça. Hein. D'accord? Donc on va travailler sur des jeux de données réelles. Les thématiques, ça va être environnement, épidémiologie, biomédical, pollution, agronomie, aide au diagnostic. D'accord? On va utiliser des logiciels dédiés. Ne vous inquiétez pas, ne vous effrayez pas. Je sais que vous n'êtes pas effrayés, j'ai fait mon petit sondage. Mais on va utiliser le clic-souris la plupart du temps pour tout ce qui va être analyse statistique. Dans R, vous vous souvenez, je ne sais pas, je me suis trompé dans l'instruction. Moi, ça va être clic, 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 clic. Mais attention, je vous attends au virage pour le résultat. En contrepartie, il faut me faire des choses nickel. Il faut savoir où vous cherchez dans le menu la chose. Et vous allez voir qu'en 4 clics, vous allez voir le résultat quand vos copains se font chier à écrire des instructions pendant des heures. Mais n'empêche que parmi vous, il y a des petits geeks. Donc, j'ai prévu aussi la programmation Python. Mais je vous expliquerai, tout le monde n'ira pas au même niveau. C'est ça la grande innovation de mon enseignement. Vous allez apprendre à raisonner avant d'appliquer le modèle adapté à la problématique. Ah oui, ça c'est chiant de raisonner. Hein. On aimerait bien faire du clic-clic, puis aller débarrasser, puis aller voir ma petite série sur Netflix le plus vite possible. C'est pas interdit. Donc c'est-à-dire apprendre à raisonner, c'est tout le contraire de ce qu'on vous fait actuellement. C'est bien pour ça que je rattrape les pots cassés. C'est-à-dire que vous n'allez pas voir les stats, la programmation, de la même façon, après que vous soyez passé par chez moi. D'ailleurs, vous allez vous dire, mais pourquoi c'est pas fait comme ça? J'aurais mieux compris. Parce que expliquer les choses, ça prend du temps. Bien. Donc, vous allez faire ce projet en groupe de 3 à 4 en salle, je vais en parler. Et on va travailler ensemble. Moi aussi, je vais être avec vous. D'ailleurs, vous ne verrez plus le prof, vous verrez un guide. Quelqu'un qui vous aide, qui vous guide. On va faire des jeux individuels et par équipe. Ça, j'adore les jeux par équipe. On va apprendre une démarche. C'est l'apprentissage d'une démarche, d'accord? C'est pas je vais vous apprendre une technique. C'est d'abord une démarche et l'esprit d'équipe. Et surtout que vous êtes dans une option projet, d'accord? Le contrôle des connaissances. Ben, le contrôle continu, ça va être les défis, les jeux savants, justement. Rien d'autre. Donc, il y a aussi, vous verrez, c'est une marotte en plein enseignement. Je dis, tiens, un point pour celui qui répond à ma question. Je vous laisse 1 minute 30, pas plus. Hein. Il y a en général plusieurs doigts qui se lèvent et en général plusieurs points qui sont distribués. D'ailleurs, ça me fait chier, parce que merde, ils vont avoir des bonnes notes. Ouais, bah, si vous aviez vu la moyenne l'année dernière, ça dépassait nettement les 16 sur 20 en moyenne, hein, je pense. Hein. En moyenne. Donc, si vous êtes assez participatif, vous aurez franchement une récompense de votre travail. D'accord? Et donc, pas d'examen sur table, tout va porter sur le projet, 70%. C'est ce que je vous ai écrit, hein, c'est pas le problème. Donc, vous voyez que contrôle continu, défis et jeux savants. Alors, les défis, ça va y aller. Hein. Il va y avoir une rubrique dans le site web qui va être consacrée aux défis. Vous y retrouverez le défi. Vous avez des défis 24 heures, 48 heures, 72 heures, une semaine. Vous faites ça en général soit par 2, ça peut être tout seul aussi, et vous pouvez avoir aussi des défis d'équipe sur des choses beaucoup plus complexes. L'idée, c'est que vous ayez, par une motivation, le fil qui vous guide vers cette formation, c'est-à-dire une formation de l'application des data science à la biologie. Je vais vous former, je vais vous guider, je vais vous encourager, mais j'ai besoin de vous pour y parvenir. Sans vous, rien ne sera possible. Je vous le dis, hein, parce que c'est quand même gonflé ce que je vais vous proposer là dans un instant. Un des slogans de Sciences Po, je vous jure, je l'ai entendu à la radio et je vais éviter de vérifier sur le site. Vous allez sur le site web de Sciences Po Grenoble, vous retrouverez cette phrase, un texto, je l'ai mis entre guillemets. Sciences Po Grenoble propose en 5 ans un parcours intellectuel ambitieux destiné à former les décideurs de demain. Ah bon? Mes étudiants à moi, c'est quoi? C'est des sous-fifres? C'est des gens qui vont rien décider? Ah bon? Alors Sciences Po s'est mis aux data science. Hein. C'est pas une blague. Hein. Parce que ceux qui contrôlent les data, comme je vous disais, ils décideront pour les autres. Vous avez bien compris ça? Hein? Pigé?
Donc, je me bats pour que vous ayez un pouvoir de décision. D'accord? Ça, c'est important aussi. Hein. En tant que biologiste, j'ai bien dit en tant que biologiste, pas en tant qu'homme politique ou de femme politique. Ok? Donc, que ce soit en santé, en écologie ou en environnement. C'est vrai qu'il va falloir que vous fassiez que vous travailliez, que vous participiez. Je veux bien vous accompagner, mais je ne suis pas là pour vous guider comme une marionnette. Hein. Il va y avoir l'esprit de groupe. Et faites attention, on est regardé de très près. Parce que quand on est biologiste, hein, regardez, je l'ai mis en tout petit, hein, c'est faire de la bio et rien que de la bio. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le temps de faire autre chose. Les enfants, les biologistes, hein, vous tenez la pipette et puis il y a les autres qui analysent vos données. Hein. C'est un peu ça, écoutez, vous avez des formations sur l'analyse des données en TP? J'en ai fait une, moi, elle a duré 1 an. C'était trop compliqué pour les enseignants de mener à bien cette expérience avec un test non paramétrique. Ça a été fait en L3 justement, en biologie cellulaire, grâce à mes petits complices, donc Boris Julien, qui est un ami. Et puis on a vu que les autres enseignants ne suivaient pas. Parce qu'ils ne savaient pas comment expliquer aux étudiants, test non paramétrique. Quand on est sur des ratios, on ne va pas engager la loi normale. Hein. Ça ne fait pas une distribution normale des ratios, je vous ferai démonstration. Donc j'avais fait des vidéos, j'avais fait une super vidéo d'1 heure qui est maintenant sur YouTube, où tout le TP était mis en place, où j'expliquais comment faire l'analyse des données et tout, etc. Les étudiants n'avaient plus qu'à suivre la vidéo formation en TP. C'était un TP vraiment ambitieux, hein. On était contents d'avoir monté, mais ça n'a pas tenu. La bio, c'est de la bio, on n'a pas le temps de faire autre chose. Les étudiants, ils se passaient. En clair, les biologistes seraient des pourvoyeurs de données, et ils n'auraient ni la compétence ni le droit, puisqu'ils n'ont pas cette compétence, donc ils n'ont pas le droit d'analyser les données, ils diraient des conneries, hein, d'analyser leurs propres données. Donc les gentils mathématiciens, modélisateurs et statisticiens informaticiens sont là pour vous aider, ne vous inquiétez pas. Donnez-nous vos données, nous on n'a pas d'idée. Hein. On sait faire, mais on n'a pas d'idée. Ah bon. Donc ça suffit un peu, là, parce que là, on est à une ère où les robots commencent à emmagasiner des données. Donc vous serez moins présent sur le terrain, moins présent au labo. Vous savez qu'on est à l'ère des kits, et maintenant des kits automatiques. Il suffit d'aller regarder ce qui se fait chez Danone, ce qui se fait, s'il n'y a pas que la fac d'Orsay, hein, ouvrez vos yeux. Hein. Et donc en général, justement, dans les écoles d'ingénieurs, on est un petit peu mieux formé à ces évolutions qu'à l'université. Enfin, ça dépend des universités. Il y en a qui ne sont pas vraies. Donc du coup, quand vous vous présentez à un boulot, on vous mettra comme subalterne. Je vous raconterai une histoire qui m'est vraiment arrivée à moi aussi. Et ça, c'est pas bien, parce que ça vous fait un grand coup dans le cœur en vous disant, mais à quoi ça sert tout ce que j'ai fait? Et mais qu'est-ce que je représente aux yeux de la société? Donc les robots, les automates vont vous aider, c'est comme ça qu'il faut le voir dans le pourvoyage de vos données. Mais il faut aussi que vous les guidiez, vous leur disiez dans quelles conditions vous voulez faire l'expérience, qu'est-ce que ça va apporter et qu'est-ce que vous en attendez, d'accord? Donc heureusement que dans d'autres pays, dans d'autres facs, on a compris la chose et c'est vraiment important que vous soyez plus jamais découpés des données que vous produisez. Parce que pour les produire, il faut avoir une idée de ce qu'on va en faire. Et souvent, beaucoup de données sont à jeter à la poubelle, je ne vous raconte pas des bêtises, je le vois dans tous les labos que j'ai fait. À la fin de la semaine, les thésards pleurent et ils jettent leurs données à la poubelle, parce que ce n'est pas acquis dans les bonnes conditions pour les faire parler. Donc il faut bien, en tant que biologiste, avoir une idée de ce qu'on veut faire des données, donc organiser son travail en plan d'expérience pour pouvoir les faire parler. Et alors si vous avez organisé ça en plan d'expérience, c'est que vous avez une idée de ce que vous allez en faire. Donc il y a un tout petit pas à faire pour que vous analysiez vos propres données. Et il n'y a pas que des stats. Il y a aussi beaucoup de logique, beaucoup d'organisation et beaucoup de jugeote. Donc il faut vraiment que vous soyez acteur de ce nouveau monde. D'accord? Non, n'ayez pas peur. Ce monde change très très vite, hein, croyez-moi. Et le modèle de je vais travailler dans une grande entreprise après la fac, j'irai dans un grand groupe, j'aurai mon salaire, j'aurai ma petite vie, soit de famille, soit de fêtard, ce que vous voulez, ça c'est vous que ça regarde. Et puis voilà, bon, c'est bien, mais alors pourquoi on fait des études comme ça? Faites des choses plus simples. Je vous donne une idée. Hein. Un ingénieur qu'on fout dehors pour aller faire des mesures, ça coûte cher.
Donc on va plutôt mettre un technicien ou un technicien supérieur à la place. Et l'ingénieur attend qu'on lui donne des données relevées sur le terrain. Mais ça, c'est une vision idéaliste. Maintenant, c'est les objets connectés qu'on voit sur le terrain. C'est des satellites qui parlent pour nous. Donc vous allez être quoi? Vous allez avoir une idée d'une biologie à l'ancienne où vous allez lancer vos carrés, regarder et compter les pâquerettes qu'il y a dedans. Je plaisante, on en a encore besoin, heureusement. Mais vous avez peut-être des bots qui pourront vous faire ça grâce à des drones. Et là, il va falloir que vous soyez armés parce que derrière le carré, pour les écologistes, je prendrai un exemple pour les santé aussi, derrière le carré, vous savez qu'il y a de l'analyse. Et il y a de l'analyse statistique, il y a des parcelles, il y a des individus, il y a des modèles, il y a des populations, il y a de la disparition d'une espèce, il y a de la biodiversité. Ça va? Ça vous parle ça? Et puis, effectivement, ce monde qui change, il change aussi pour les grandes entreprises. Forcément, allez, je vous donne un exemple. Renault, Nissan crient à tue-tête depuis 2008 ou 2009, mais ça y est, ils passent à l'action. Qui veut passer à tout électrique. Mais vous savez que pour fabriquer une voiture électrique, il y a besoin de beaucoup moins de personnes que pour fabriquer une voiture thermique. Et beaucoup moins de pièces. Ça veut dire que ça sera moins polluant, hein, ça c'est une autre histoire. Donc ça veut dire que vous allez avoir des entreprises gigantesques qui vont devenir encore moins pourvoyeuses d'emplois pour les humains. Et de plus en plus de choses vont se fabriquer par les robots. Et j'ai un podcast qui commence comme ça, qui disent que à notre époque, les machines savent à peu près faire tout ce que savent faire les humains, y compris fabriquer d'autres machines. On en parlera. Donc, vous voyez que le modèle grande entreprise et tout, ça se perd. Et il y a un modèle qui va vraiment devoir vous intéresser, c'est de développer vous-même votre entreprise. D'accord ? Alors, je termine par ce que vous allez apprendre, parce que je parlerai des projets dans les salles de TP. Donc, les projets, j'ai 4 dias pour vous en parler. Ce que vous allez apprendre, c'est effectivement à formater et nettoyer les données, à créer une base de données. Alors, c'est très ambitieux. De faire de l'analyse statistique poussée. Donc, je ne parle pas de trop de détails parce que ça ne va pas vous parler, mais tiens, on va parler par exemple de risque ratio et de régression logistique, d'analyse factorielle. Et on va utiliser une interface de R pour ça. On ne va pas que programmer, il faut aussi savoir analyser. Donc le temps qu'on gagne à ne pas programmer les instructions, ça va être un temps qu'on va gagner pour réfléchir, préparer les données et se dire qu'est-ce qu'on en fait et faire plein de jeux. On va s'amuser. Donc on va faire aussi du machine learning, ça c'est complètement nouveau à la fac d'Orsay pour les biologistes. Alors, vous me le dites si ça existe déjà, d'accord? Et si vous aimez les animaux, on va faire du python, de l'anaconda, panda, spider. Bon, je laisse Jupiter de côté. Bien que ce soit un animal très, très vif, effectivement aussi. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est plus lourd. Bon. L'idée, c'est que tout ça, ça va vous parler et vous allez voir que c'est pas si terrible que ça. Enfin, communication. Comment présenter les résultats en restant honnête. Du vocabulaire, bien sûr, qu'on va apprendre. Comment y gérer et conduire un projet. Donc, il va y avoir des chefs de projet. Mais ça sera à vous de vous sentir motivé pour faire aller plus loin une des connaissances qu'on verra ensemble. En clair, il y a des gens qui vont plutôt se déterminer pour travailler spécifiquement sur l'analyse des données. En clair, il y en a d'autres qui vont se dire bon sang, Python et le machine learning, ça me passionne plus. D'autres qui vont se dire moi c'est la communication, je vais travailler à fond cette histoire-là. D'autres qui vont se dire moi c'est les bases de données. Donc vous allez tous apprendre la même chose, mais vous allez pousser un peu plus loin, c'est ça le côté gonflé de ma formation. Chacune des items que je vous ai dit, qu'on verra, des compléments de cours, pour ceux que ça intéresse et ceux qui veulent, dans le site web. Vous allez voir tous la même chose chez moi, mais vous allez travailler sur un projet qui va vous demander des compétences affinées dans les domaines que vous aurez choisis. D'accord? Alors, je parle du projet, j'en parlerai un petit peu moins en salle. Donc, le principe du projet sans trop de détails, vous allez travailler en groupe de 3 à 4, c'est le principe des projets personnels d'études et d'insertion, de travailler en groupe, d'accord? Ça vous demandera beaucoup d'esprit d'équipe,
et une bonne organisation. Et vous présenterez votre projet en oral. Les 4 compétences que je vous ai annoncées, base de données, analyse statistique, machine learning, communication, et le chef de projet. L'idéal d'un groupe, c'est d'avoir 4 personnes avec une qui fera chef de projet, qui sera un peu plus gratifiée, mais pas trop non plus, pour pas trop déséquilibreux. Vous avez compris que c'est un travail d'équipe. Vous n'allez pas tous faire la même chose dans le projet. Vous allez tous faire un petit peu de chaque chose dans le projet. Et pour passer à l'aspect plus prévision, eh bien, c'est des gens qui vont plus travailler sur Python. Passer plus sur l'aspect modèle et relation entre les variables, c'est des gens qui vont plus travailler sur l'analyse statistique. Mais il faudra bien que vous récupérez les données et que vous les fassiez passer sur une base de données. C'est déjà du boulot. Ben voilà, ces personnes qui feront chacune de ces parties auront moins de temps à consacrer au reste. Donc chacun aura sa part à jouer. C'est ça l'innovation de ma formation. Vous ne ferez pas tous la même chose dans le projet, vous allez vous déterminer pour quelque chose. Pour le communicateur, eh ben, il faut vraiment que cette personne, qui aura touché un petit peu à tout, soit capable aussi de faire la part des choses et d'aller beaucoup plus loin dans l'interprétation des choses que ce que pourrait faire quelqu'un qui travaille que sur les stats, le machine learning ou sur les bases de données, qui explique toutes les tenants aboutissants et ce à quoi il devrait aller. Donc vous voyez, ces membres d'équipe, c'est un vrai travail d'équipe qui demande des compétences, des aspirations, des talents complémentaires et qui servent à un projet commun qui est le vôtre. Et moi là-dedans, qu'est-ce que je fais? Ben, je suis un animateur, celui qui soigne les bobos, celui qui va vous redonner du courage. En fait, je suis un membre de l'équipe mobile. Je véhicule d'une équipe à l'autre. Bon, alors, j'ai dit à peu près ce que je voulais dire. Bon, je vais présenter le LT plus tard, peut-être en salle. Alors, on va mettre les mains dans le cambouis en salle informatique. Aujourd'hui, on va travailler sur les fichiers. D'accord? On va regarder si on peut ouvrir le bon son de fichiers que je vous ai préparé dans différents logiciels et qu'est-ce qu'il a ce fichier. Et je vous incite à venir le plus possible avec vos ordinateurs en salle informatique.